Quand on a lancé le cabinet, on a fait 137 000 la première année de CA. Depuis zéro, du coup, pas de reprise de portefeuille de chez CF ou de choses comme ça, quelques clients qui à t'ont peu suivi un peu près, de même. voilà, à peu près. La deuxième année, on a doublé. 274,4. Ouais, 270. Par rapport à ça, il m'avait sorti une phrase qui m'a beaucoup parlé sur cet aspect aller chercher du business. C'est d'abord t'as le permis et après t'apprends à conduire. Tu vois, je trouvais que c'était assez juste. Honnêtement, quand tu viens d'avoir ton diplôme, autant gérer des gens, t'as pu l'apprendre sur ton expérience professionnelle parce que naturellement, quand tu vas vers le diplôme, ton poste évolue, donc tu te retrouves à gérer des gens. Tu l'as pas en formation, mais au moins tu l'as sur le terrain. Aller chercher du business, à un moment, t'as ton diplôme, voilà, t'es expert comptable, mais le jour se lève de la même façon. Ton entourage, c'est le même, sauf que là, tu dois changer de prisme. Tu dois vraiment te dire, ok, dès que je parle avec des gens, à quel moment je peux avoir un intérêt pour développer mon business? Au début, tu fais plein de conneries, tu fais du conseil gratuit, tu passes 3 heures avec les gens avant d'avoir signé quoi que ce soit. T'as l'habitude en plus de résoudre des problèmes quand tu évolues professionnellement. C'est-à-dire, quand t'es manager, on t'amène des clients et toi, tu dois résoudre des problèmes et créer de la valeur. Alors que le commercial, c'est pas du tout ça. Tu dois proposer un produit qui correspond à un besoin, le montrer, mais tu dois pas tout de suite donner ton produit gratuitement, tu vois. Elle m'a dit, une culture, c'est radical dans son positionnement, dans le sens où quand tu as une valeur, ça veut dire que tu vois l'opposé. Donc nous, par exemple, on a la modernité, on rejette la compta très très traditionnelle où quelqu'un nous dit, je dois te faire livrer toutes les semaines des énormes classeurs, des boîtes à chaussures, etc. Parce qu'on a un positionnement moderne. Et en fait, quand tu sensibilises, après, tu dois marteler ta culture et voir qu'elle s'applique à chaque moment, quitte à perdre des sous. Je crois beaucoup en la vulgarisation de ce qu'on fait. Et c'est un des exercices sur lesquels on n'est pas forcément les plus forts parce qu'on a un savoir technique, mais notre savoir technique, il sert à rien si on n'est pas capable de le transmettre. La transmission et la vulgarisation, l'accessibilité d'un savoir technique, j'y crois beaucoup et voilà, on est là pour s'amuser. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Libéral. Libéral, c'est un podcast qui est dédié aux professions réglementées du droit et du chiffre. Notre objectif, c'est de vous faire découvrir des personnalités incroyables qui ont de la vision, qui tentent des choses, qui mettent en place des choses et qui font bouger leur métier. Vous rencontrerez des sommités de ces secteurs d'activité, vous rencontrerez des jeunes qui lancent leur structure et surtout vous rencontrerez des gens qui ont de la vision. Notre objectif, c'est vraiment de vous partager des parcours incroyables, que vous puissiez apprendre et découvrir de gens inspirants pour faire en sorte de toujours vous éveiller. Un petit mot sur Libéral Group. Libéral Group, c'est un groupe d'entreprises à destination des professions libérales réglementées et notre objectif, c'est de les accompagner dans leur performance et dans leur croissance. Aujourd'hui, on opère avec 3 activités que sont la société Ourama, la société Neria et la société Libéral Conseil. On s'intéresse à la visibilité, au recrutement et au conseil en stratégie et opérationnel grâce à ces 3 activités. Concrètement, on a déjà accompagné plus de 600 structures, dont à peu près 45% de cabinets d'avocats. Et notre enjeu, c'est de devenir les leaders européens de l'accompagnement de ces professions. Un petit mot encore avant de finir, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, à diffuser au maximum ce podcast autour de vous. C'est grâce à ça qu'on arrive à avoir toujours des gens encore plus inspirants, toujours des invités de plus haut de gamme et qu'on continue à faire ça gratuitement. Je vous en dis pas plus sur nous et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour à tous, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Laura Belaïch dans le cadre de ce podcast. Laura Belaïch, c'est qui? C'est la patronne du cabinet Motech, qui est un cabinet d'expertise comptable qui est présent à Paris, si je raconte pas de bêtises. Tout à fait. Et je suis ravi de te recevoir, Laura, parce que on nous fait souvent le reproche de ne recevoir que des patrons de cabinets qui font 35 millions, 200 millions de chiffre d'affaires. Et je t'ai eu au téléphone parce que je crois de mémoire que je t'ai démarché avec un mail automatique. Et en fait, j'ai fité avec toi et je me suis dit, eh ben voilà, l'occasion fait le larron. On va proposer à Laura de pouvoir venir nous voir et tu es là aujourd'hui. Donc je suis ravi de te recevoir. Salut Laura. Salut, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es? Donc toi, tu es expert comptable depuis 2019, tu bosses depuis tes 22 ans, tu en as 35 aujourd'hui, donc ça fait 13 ans que tu travailles et tu as créé ton cabinet. Est-ce que tu peux nous donner la carte d'identité de Laura Belaïch? Ok. Donc comme tu l'as dit, j'ai 35 ans, j'ai commencé à faire du droit au début. Après, je me suis dit que du droit, ça m'a pas trop plu. Je suis passée par le cursus un peu basique, DCG, DSCG. J'ai commencé en alternance dans un cabinet de taille humaine. Et là, ce qu'on appelle la technologie, le développement numérique, la digitalisation, tous ces sujets, on est en 2016, commençaient à arriver. Le cabinet à taille humaine, si tu veux, c'était pas suffisant là-dessus. Donc j'ai regardé ce qui se faisait autour de moi, de plus tech, de plus business. J'ai connu la compagnie fiduciaire. Je les ai rejoints en 2016 jusqu'à 2023.
J'étais en parcours d'association. Chez eux, j'ai eu pas mal de postes. J'ai été collab, chef de mission, directrice de mission, directrice adjointe de site. Et après, finalement, j'ai pu un peu voir ce qui se faisait. La séparation s'est faite en très bons termes. Mais je voulais vraiment avoir un cabinet orienté technique. Et pourquoi Motech ? Parce que c'est le mélange de la modernité et de la technique. Très clair. Et est-ce que tu peux, on va revenir évidemment sur la création de ton cabinet à partir de 2023, ce que tu as réalisé, etc. Mais tu dis un truc qui m'intéresse. Tu étais dans le partner track, donc dans le parcours d'association au sein du cabinet CF. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? Comment on est venu te voir pour te mettre dans le partner track ? Qu'est-ce qu'on t'a proposé ? C'était quoi les attendus pour pouvoir passer associé ? Et pourquoi tu ne l'es pas devenu ? T'as 4 heures. Ok. Résumons sa vie. Pourquoi ? En fait, ça se fait assez naturellement et au mérite. Et c'est des valeurs que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé à chaque fois de poste. Parce que d'un côté, je m'engageais. Et d'autres, j'avais vraiment, tu vois, des supérieurs qui étaient là pour le repérer. Comment ça se passe ? T'évolues professionnellement, à chaque fois tu es sur le poste suivant et au bout d'un moment quand tu es à la direction d'un site et que tu deviens expert comptable, tu as la capacité de signature. Et donc se pose la question d'être signataire et donc de tenir tes dossiers et donc de devenir associé. Comment ça se passe ? On vient te voir, on demande si ça t'intéresse. Généralement, ça se fait un peu naturellement. Tu vois, c'est pas un rendez-vous solennel, c'est que c'est avec des gens avec qui j'ai bossé 6 ans et demi. Donc, tu fais savoir ton ambition. Et ça se passe à peu près comme dans beaucoup de cabinets. Tu dois être capable de prouver que tu sais apporter du business. C'est très important parce qu'en fait, un expert comptable, honnêtement, c'est 3 choses. C'est apporter du business, c'est être technique et c'est avoir des capacités managériales, à échanger avec les gens, à gérer les gens, parce que c'est quand même un métier, tu vois, très, très humain. Ce qui est marrant, c'est, je suis totalement d'accord avec toi, et d'ailleurs, quand on fait le parallèle avec d'autres professions libérales réglementées, c'est la même chose. Chez les avocats, chez les notaires, tu as fait du droit avant, chez les AJMJ ou autres, c'est pareil. Sauf qu'en réalité, dans ton cursus initial, tu travailles que la numéro 2. Et donc le sandwich des 2 compétences autour, c'est-à-dire apporter du business, donc vendre et développer, et la partie management, elle est complètement oubliée de la formation initiale. Tu as totalement raison. En fait, tu vois, un expert à qui je bossais, Peyo pour ne pas le citer. Qu'on connaît bien, il est venu ici, voilà. L'homme de l'Ouest. Exactement, l'homme de l'Ouest. Peyo, par rapport à ça, il m'avait sorti une phrase qui m'a beaucoup parlé sur cet aspect aller chercher du business. C'est d'abord, tu as le permis et après, tu apprends à conduire. Tu vois, je trouvais que c'était assez juste. Honnêtement, quand tu viens d'avoir ton diplôme, autant gérer des gens, tu as pu l'apprendre sur ton expérience professionnelle parce que naturellement, quand tu vas vers le diplôme, ton poste évolue, donc tu te retrouves à gérer des gens. Tu l'as pas en formation, mais au moins tu l'as sur le terrain. Aller chercher du business, à un moment, tu as ton diplôme, voilà, tu es expert comptable, mais le jour se lève de la même façon, ton entourage, c'est le même, sauf que là, tu dois changer de prisme. Tu dois vraiment te dire, ok, dès que je parle avec des gens, à quel moment je peux avoir un intérêt pour développer mon business. Et ça, au début, tu fais plein de conneries, tu fais du conseil gratuit, tu passes 3 heures avec les gens avant d'avoir signé quoi que ce soit. Tu as l'habitude en plus de résoudre des problèmes quand tu évolues professionnellement. C'est-à-dire quand tu es manager, on t'amène des clients et toi, tu dois résoudre des problèmes et créer de la valeur. Alors que le commercial, c'est pas du tout ça. Tu dois proposer un produit qui correspond à un besoin, le montrer, mais tu ne dois pas tout de suite donner ton produit gratuitement, tu vois. Moi, je ne partage pas ce point-là, je comprends, mais je ne partage pas ce point-là. Moi, j'ai une approche qui est assez judéo-chrétienne du conseil. C'est en gros, je te donne et je crée de façon consciente ou inconsciente une dette morale vis-à-vis de toi. Et l'image que je crée dans ton esprit, c'est s'il est capable de me donner ça gratuitement, que va-t-il se passer lorsque je passerai à la caisse. Et nous, on a une approche qui est, on doit nécessairement limiter, mais j'ai une 60aine de calls hebdomadaires de 30 minutes qui sont bookés par des SDR dans mon agenda. Et je ne choisis de travailler qu'avec une personne sur 5. Et donc le reste, je donne du temps. Et en fait, à horizon 24 mois, c'est pas du court terme. En réalité, tout ce que tu as semé durant les années précédentes, en fait, tu le récoltes sur ton année N+2, N+3.
Donc il faut réussir à arbitrer entre le court terme, le moyen terme, le long terme, ça c'est Oui. évident. Mais moi je vends jamais un produit. C'est ma conception Je du comprends, conseil, tu vois. mais c'est pas exactement ce que je dis. Ok. Toi, dans ton exemple, tu me dis que tu as 4 personnes, enfin, tu as 5 personnes et que tu en choisis une. Ouais. Donc, l'esprit de donner en business et un jour ça te reviendra, ça, je suis tout à fait en phase. En revanche, ce que je te dis, c'est que quand tu sais pas cadrer tes échanges dans, tu vois, dans des dynamiques un peu commerciales, tu mesures pas ton temps, tu vas commencer à produire, à vraiment faire travailler des gens en dessous de toi. On ne parle pas que de ton temps avant d'avoir signé quoi que ce soit. Donc, c'est pas exactement la même chose. Je suis d'accord. Le fait d'être un giver, je suis d'accord avec toi. Et ça fait partie du business. Et il y a plein de choses que tu fais, tu vois, et en fait, tu recroises des gens et tu fais des rencontres. Et c'est beaucoup, tu vois, une histoire de rencontres pour le coup. Mais là, c'est que tu n'as aucune démarche intellectuellement structurée au niveau du commercial, pour commencer. Et après, le marketing, bah alors je t'en parle pas. Si, on va en parler justement. Mais oui, ouais. mais ce que tu décris là, et je suis totalement d'accord, en fait, c'est le mécanisme de qualification. C'est à qui est-ce que tu vas accepter de donner du temps et d'en perdre si jamais ça signe pas, VS à qui t'en donnes et tu sais que tu l'as perdu quoi qu'il arrive. Exactement. Toi, tu as dit je choisis un client sur 5. Ouais. Là, je te dis que tu pensais avoir choisi 5 clients sur 5 et qu'on a, en fait, ils t'ont pas choisi. Okay. Tu vois, c'était juste ça la différence. Je comprends parfaitement. Pourquoi est-ce que tu ne deviens pas associé chez CF ? Pourquoi tu décides de partir ? Y a une partie. On veut la vraie version. Il y a une partie de l'histoire que je vais laisser à l'intimité de ces intervenants. Très clair. Par respect, par loyauté, par plein de choses. Mais en fait, c'est aussi une différence de valeur. Et c'est un peu le risque que tu as quand tu fais monter des gens dans un cabinet. C'est que tu dois aller chercher des clients pour un peu, voilà, tu apportes ces clients. Et donc là, tu testes ta capacité commerciale. Et quand tu vois que dans ta capacité commerciale, ça a l'air de bien se passer, et donc que tu arrives à faire signer à bon rythme, et étant des gens de chiffres, quand tu prends ne serait-ce qu'un petit tableau Excel, que tu tires un prévisionnel, tu vois combien tu peux gagner ta vie très rapidement, sans rentrer dans un groupe où les parts, tu t'en doutes, ne valent pas 1 euro, où la prise de décision, elle est à énormément de personnes, là, se pose la question de ton indépendance, quand bien même tu es en profession libérale. Si vous êtes 40 à décider, c'est pas la même chose. Et si tu arrives en étant la 42e, t'as pas le même statut, la même posture que quand tu es la 2e, la 3e, et que quand tu es là depuis le début. Donc il y a un sujet financier. Il y a un sujet un moment on se dit quelle est la taille critique, comment animer une communauté des associés, et c'est un peu les questions que je me suis posées. C'est qu'à un moment j'ai dû tester mes capacités commerciales dans ce but-là. Elles m'avaient l'air ok pour me développer toute seule, et la contrepartie de ça ne m'a pas forcément convaincue au bout d'un moment de développement. Mais c'est pas pour faire de la langue de bois, je le répète, c'est des gens avec qui j'ai passé 6 ans et demi qui m'ont donné ma chance à chaque étape du cursus. Donc c'est vraiment une histoire de la vie des affaires et du business. Mais à titre humain, je trouve que c'est quand même un super cabinet. Je comprends parfaitement et c'est pas du tout la langue de bois. Tu as le droit de garder des choses pour Voilà. toi et franchement la réponse que tu nous donnes est déjà assez profonde. Ok. Je valide. Cool. Tu avais d'autres possibilités que de créer ton cabinet. Tu aurais pu rejoindre un cabinet ou t'associer avec quelqu'un pour créer un cabinet. Tu décides de le faire seul en 2023. Pourquoi ? À cette époque, si j'avais voulu m'associer, je serais partie à la compagnie fiduciaire. Ok, donc tu aurais choisi ce cabinet. Oui, mais complètement. Et donc là, en fait, le choix s'est fait entre lancer sa boîte et continuer en étant libéral, mais un peu semi-libéral. Ok. Et donc, comment tu prépares ce projet de création ? C'est quoi le positionnement que tu choisis ? Est-ce que tu budgètes de l'argent pour te lancer ? Comment est-ce que tu fonctionnes ? C'est quoi ton cheminement ? Au début, c'est un cheminement très instinctif. C'est-à-dire que je réfléchis un peu, je me dis, ok, il y a un truc digital qui est en train de se passer. C'est un peu moteur chez moi, tu vois, ça s'est passé depuis 2016. Là, ça grossit. Le problème d'un énorme câble, c'est que pour changer de logiciel, pour prendre des décisions, la sécurité du paquebot
a aussi pour conséquence une limitation dans l'agilité, tu vois, dans le fait de faire de nouvelles choses. Et moi, je voulais une boîte agile, je voulais tester. Tu avais Penny Lane qui commençait à vraiment se développer. Et donc, j'ai un sujet tech. Et là, un peu comme le marketing, j'ai beaucoup de respect pour mes professeurs, mais si tu vois les cours d'informatique que tu as dans mon cursus, on est des peintres. Mais très, très sincèrement. En bâtiment ou artistique? Si seulement c'était l'un ou l'autre. Si seulement c'était l'un ou l'autre. Donc non, après, tu as des gens qui ont des attraits et tout, et moi j'ai un attrait fort pour le résultat. Je trouve ça hyper créateur de valeur. Demande-moi de coder, c'est long. Il faut que je m'entoure des bonnes personnes. Et j'étais pas la bonne personne. Et donc en fait, j'ai créé Motech avec un non-expert comptable. Donc déjà, je me disais que on n'était pas forcé d'être que entre confrères. Enfin, on a des limitations, mais je les ai respectées. Qui est quelqu'un que je connais depuis 10 ans et qui, lui, bosse dans l'automatisation de la data financière, les reporting, qui a bossé avec de grosses boîtes. Et je l'ai appelé. Et je lui dis, voilà, j'ai un plan. On s'était toujours dit, est-ce qu'on n'ouvrirait pas notre cabinet un jour ensemble? Mais ça avait 10 ans, tu vois. Comme des gens... je pense souvent à cet exemple, mais rêve un jour d'ouvrir un bar. Tu vois, t'as 20 ans, tu dis, vas-y, viens, un jour, on ouvre un bar. Bon, tu le fais jamais. Et là, nous, on s'était dit un cabinet, donc on était plus raisonnable. Et là, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu penses quoi? Il me fait, attends, je termine mes contrats là, parce qu'il était freelance. Et il m'a dit, vas-y, je suis chaud. Et je lui ai dit, le but, c'est que toi, t'es la tech, t'es la modernité, et moi, je sois la technique. Donc, on a brainstormé un peu sur les valeurs. Lui, c'est Mo, toi, t'es tech. Exactement. Lui, c'est Mo. Okay. Puis, il s'appelle Mickaël Mogé. Marrant. Ouais, donc, c'est drôle. Dommage que tu t'appelles pas Tekaïch. C'est ça. Ça m'aurait emmené vers des contrées encore plus lointaines. Exactement. Moi, j'ai un sujet par rapport à ces associations de profils technologiques et de profils techniques. Okay. Là, en l'occurrence, sur le secteur de l'expertise. C'est que je n'ai pas d'exemple concret de réussite significative de cabinets de petite taille, de moyenne taille ou de grande taille qui auraient réussi avec ces outils. Je développe mon propos. Tu regardes un cabinet comme Inextinso aujourd'hui, ils détiennent Full à 100%, qui est un bon outil marché, etc. Même à leur niveau, ils ont du mal à le tenir. Parce que les besoins en termes de développement, parce que l'investissement à mettre dans ce genre d'outils, il est pharaonique. On voit de plus en plus de cabinets d'expertise comptable qui essayent de développer leur outil homemade. J'en ai 7 ou 8 en tête. Et pour moi, c'est des décisions qui vont à l'encontre profond du business et du bon sens. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça devient obsolète, c'est impossible à tenir, c'est impossible à adapter, c'est impossible à faire avancer parce qu'on n'a pas le cash derrière. Comment est-ce que toi, tu as fait pour que finalement ça se passe bien et que tu n'aies pas ce genre de problématique, si ça a été le cas? Ou quelles ont été les limites que tu as pu voir, si tu en as vu? Là, tu sous-tends 2 sujets. Le premier, c'est l'état du marché par rapport au logiciel. Ouais. Si tu veux, quand tu vis dans un monde où tu as une nouvelle génération qui a un accès immédiat à plein de choses, tu vois... je sais pas, tu parles de cuisine, tu penses à une recette, tu vas demander à ChatGPT, tu l'as en 5 secondes. Même, tu as des algorithmes, des Insta, des Snapchat, tout va très, très vite. Et là, tu arrives, tu es en compta, il y a besoin de l'immédiateté de l'information, il faut de la digitalisation, il faut des softs, il faut des logiciels pour ça. Et là, les clients, c'est compliqué de leur dire « Non, mais attends ton bilan qui viendra l'année prochaine. Toi qui pourras avoir une recette, tu l'as en 1 seconde. » Donc déjà... il y a un besoin fort et important. Aligné. Tu vois? Donc nous, en tant que cabinet, on doit satisfaire nos clients. On doit être amené à trouver des solutions. Je peux totalement te rejoindre sur le fait que parfois on tâtonne, on tente des coups, on se ramasse, on recommence. Après, est-ce que c'est pas ça un peu entreprendre? Bien sûr. Tu vois? Et donc après, je pense que ça rejoint mon second sujet, c'est dans quelle mesure tu crées des logiciels, et là, tu n'es plus expert comptable. Et donc là, c'est 2 métiers différents. Donc il faut que tu aies les moyens, il faut que tu sois un gros cabinet. Mais apparemment, même Inextinso, qui est loin d'être le plus petit des cabinets, peut galérer. Les cabinets qui développent en interne, parce qu'en fait, dans les cabs, tu n'as pas de service support très fort. Tu vois. Inextinso, c'est une boîte distincte, c'est une filiale à 100%.
mais ça pose des problèmes. Oui, bien sûr. Et en plus, c'est pas du tout le même business model. Moi, je pense que le deuxième point pour que ça fonctionne, c'est que ça doit être limité. C'est que la partie tech, elle doit être vouée à répondre à un besoin ciblé sur la compta, ciblé sur ces gens-là, et que ce soit un levier actionnable rapidement. Je te parle de logiciels de suivi de prod en interne. Tu vois, tu as les collabs, ils ont leur TVA, ils doivent parler à leurs clients, ils doivent mettre à jour. C'est compliqué sur le marché actuellement de trouver un bon logiciel de suivi de prod. Alors, je peux soulever des débats dans la profession en me disant ça, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que par exemple, tu vois, même des outils hors secteur expertise comptable, par exemple, un Notion bien paramétré avec, ou un Airtable bien paramétré avec des automatisations, même sans IR, hein, tu vois, enfin, un truc, des workflows simples. Ça, aujourd'hui, c'est hyper pertinent. Enfin, nous, on le met en place dans plein de cabs. Et pour le coup, c'est des outils peu chers, très efficaces, qui fonctionnent bien. Qui fonctionne bien, la partie qui manque un peu sur cet organe Notion, c'est tout ce qui est lié à l'administration fiscale. C'est d'avoir, tu vois, des API pour voir s'ils ont bien reçu les TVA. Typiquement, tu as des gens, ils envoient des TVA, tu peux avoir un oubli d'un collab de cliquer sur payer et donc s'assurer, en fait, pour contrôler que ce qui est rempli dans ton logiciel de suivi soit bon, que par un check de ce que l'administration fiscale a de son côté reçu. Parfois, tu as aussi la messagerie en ligne. Maintenant, tu peux parler avec l'administration fiscale que sur leur messagerie personnalisée. Les clients ont la leur, on peut avoir une délégation, mais parfois ça met du temps, le temps qu'ils reçoivent le courrier, je te parle des détails, et on aimerait pouvoir se connecter directement. Donc tu as des sujets qui sont un peu spécifiques au métier. Notion, c'est un super outil, moi-même je l'utilise, donc je peux pas te dire le contraire. Mais ça ne répond pas à 100% du besoin. Quand tu as un cabinet qui se développe et que tu as besoin d'une vue d'ensemble, etc., tu aimes bien avoir un outil spécifique. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait de façon concrète? C'est quoi les cas d'usage que tu as traités justement avec Mo? Avec Mo. Sur le suivi de prod, vu qu'on n'était pas énormément, c'était pas trop un sujet. Là, c'était un exemple pour rejoindre notre propos. Mais ça va être la partie d'automatisation. De se dire, OK, sur quoi je passe beaucoup de temps qui crée peu de valeur. Donc, tu prends tes timesheets, tu regardes les lignes qui sont les plus consommatrices de temps ou les catégories que tu mets en place. Et derrière, tu te dis, bon, je sais pas, par exemple, sur la collecte de documents, j'ai 12% de mon temps hebdomadaire qui est dépensé sur ce volet-là sur une semaine moyenne à hauteur de 50 heures. Donc concrètement, j'ai je sais pas, entre 5 et 6 heures sur ce volet. Donc il faut que je réussisse à l'automatiser parce qu'il y a de la faible valeur ajoutée, c'est automatisable, c'est collectable et je peux mieux travailler. Exactement, exactement. C'est vraiment temps passé versus création de valeur. Et dans un monde idéal, mon cabinet tournerait sans moi. Et je passerai 100% de mon temps avec mes clients. Ok, que de la relation humaine, de la valeur ajoutée et du temps passé avec eux. Voilà, dans un monde idéal de création de valeur. Mais on n'est pas que dans un monde de création de valeur, on est dans un monde où on travaille avec les gens, où notre but c'est de les embarquer. Et un expert, vraiment, sans sa team, il est rien. Nous, on arrive, tu vois, en bout de chaîne de notre côté. Donc en fait... il faut que ça crée de la valeur. Soit de la valeur interne, c'est de la valeur, tu construis, tu builds, tu vois, pour l'avenir avec tes équipes. Soit c'est de l'immédiat, c'est de la relation client. Et quand tu as des experts qui mettent 1 heure à faire une lettre de mission eux-mêmes, alors que tu pouvais... Tu vois, qu'est-ce qu'on a fait sur Mo? Mais un truc, on n'a pas réinventé la roue. Mais quand j'ai une lettre de mission, j'ai juste à remplir un typeform. Je remplis les principales informations que je fais pendant mon call avec le client qui me valide. Et la lettre de mission, elle se crée automatiquement. Je ne saurais pas le faire. Mickaël sait le faire. C'est un cas d'usage efficace, simple. Mais tu vois, mes LM sortent et sont envoyés très rapidement de ce fait-là. Très clair. On va venir un petit peu sur le cabinet Motech. Donc, il a été créé en 2023. On est fin 2025, au moment où on tourne ce podcast. Est-ce que tu peux nous donner les grands indicateurs du CAB? Vous êtes combien en interne? Il y a combien de chiffres d'affaires? C'est quoi la répartition entre le chiffre d'affaires récurrent, le chiffre d'affaires qualifié d'exceptionnel, le conseil, que tu vas pouvoir réaliser à destination de ces clients? Ok. Alors, quand on a lancé le cabinet, on a fait 137 000 la première année de CA. Depuis zéro, du coup, pas de reprise de portefeuille de chez CF ou de choses comme ça? Quelques clients qui t'ont suivi un peu? Voilà, à peu près. Donc, on a fait 137 la première année.
La deuxième année, on a doublé. 274 Ouais, 270. 4. T'es bon. La deuxième année, on a doublé. Et j'ai eu mon deuxième enfant pendant. Donc... Ah oui, double. Donc, ouais. Donc, et là, s'associer pour le coup, ça sauve parce qu'il a vraiment maintenu la baraque. La deuxième année, on a pris 2 alternants. Parce qu'en fait, on a voulu vraiment qu'ils aient un niveau senior. Ce qu'on a réalisé, c'est que le plan, c'était d'automatiser un maximum de choses, comme je t'ai dit, à faible valeur ajoutée. Ce qu'on a constaté, c'est que ça manquait d'humain. C'est que tout l'humain pouvait être centré sur Mickaël et moi, mais le fait d'avoir des calls, etc., d'échanger avec ses clients, d'avoir une vigilance, d'avoir de la proactivité, il manquait de plus en plus de personnes pour échanger, pour avoir une vraie segmentation entre l'importance des sujets. Et tu vois, tu avais des sujets de base qui peuvent être traités par là, les collabs première ligne, et après des sujets plus techniques traités par moi. Et donc, c'est pour ça qu'on a renforcé. Et là, en démarrant la deuxième année, comme j'en ai parlé, on a d'autres projets qui sont en cours. Mais c'est ça, je trouve, qui est extrêmement intéressant, et je pense que tu le touches du doigt dans tes propos. C'est que l'automatisation, les process et la définition des règles pour fonctionner avec ses clients, ses collaborateurs, la façon de traiter, c'est en réalité le cerveau des dirigeants qui est placé dans des outils techno qui sont là à plein temps, parce qu'en fait, ils forcent les collaborateurs à travailler d'une manière ou d'une autre. Et ça permet en réalité de monter tout le monde de niveau à partir du moment où c'est bien traité. Et moi, je l'ai vu avec la précédente boîte qui a acheté une de mes anciennes boîtes, qui s'appelle Xelia. Il y a 3 fondateurs qui sont des gens brillants, Cyril Boucher, Henri Boucher, donc qui sont frères, et Blaise Le Peuple, qui est un mec incroyable. Okay. Et en fait, à 3, dans une boîte qui fait aujourd'hui plus de 200 millions de valorisation, ils ont mis leurs 3 cerveaux à l'intérieur de cette boîte-là. Et ça infuse jusqu'à leur N-15. Et ça, je trouve ça dingue. Alors, s'ils écoutent ce podcast, ils vont me tuer parce que c'est une boîte opale, entreprise libérée, etc. Donc, il n'y a pas de N-15. Mais tu as compris le propos. Et pour moi, c'est ça, le nerf de la guerre, de la digitalisation, transformation, automatisation. Où on met des ions partout. Mais en fait, c'est si simple que ça. Oui, phrase simple, moyen compliqué. Mais essentiel. Là, tu touches du doigt l'importance de la culture d'une boîte, à mon sens. Tu vois. Et en fait, tu te rends compte que dans des cabinets de très grosse taille, où un dirigeant, il dirige, ce qui est déjà pas mal, et il produit plus, lui, son importance, c'est de marteler que l'idée du haut arrive sur les personnes qui sont en première ligne et qui produisent. D'engager, parce que si tu prends des décisions mais que la mise en action t'embarque personne, elle est pas très utile. Et donc pour ça demande vraiment de réfléchir un projet de développement, d'avoir des valeurs. Moi, je sais que quand j'ai ouvert le CAB, j'ai d'abord réfléchi avec une amie qui est dedans sur les valeurs. Et elle m'a appris un truc assez intéressant que moi, en tant qu'expert comptable, je peux dire que j'étais au milieu de ça. Elle m'a dit, une culture, c'est radical dans son positionnement. Dans le sens où quand tu as une valeur, ça veut dire que tu rejettes, tu vois l'opposé. Donc nous, par exemple, on a la modernité. On rejette la compta très, très traditionnelle où quelqu'un nous dit « je dois te faire livrer toutes les semaines des énormes classeurs, des boîtes à chaussures, etc. » Parce qu'on a un positionnement moderne. Et en fait, quand tu sensibilises, après, tu dois marteler ta culture et voir qu'elle s'applique à chaque moment, quitte à perdre des sous. Donc là, refuser. De toute façon, le positionnement, c'est refuser. Hein. Enfin, le positionnement se fait toujours à choisir et refuser. Je suis totalement aligné avec toi. Je t'avais dit que j'allais t'emmerder avec cette question. Je sais que tu es très active sur LinkedIn, tu fais beaucoup de communication et de la communication à destination des freelances. Donc la taille de ce marché sur le territoire national, ça doit être entre 3 et 3,5 millions. Pourquoi je donne un chiffre aussi large que ça ? C'est parce que sur les statistiques qu'on peut avoir au niveau de l'URSSAF, en réalité, il y a beaucoup de comptes qui sont inactifs et les freelances actifs, on a du mal à savoir qui ils sont vraiment, etc. C'est un marché qui normalement est adressé par des plateformes techno pure player. On va les citer, Dougs, Indie, Comptastar, même si ce n'est pas les mêmes modèles, même si certains ont des experts comptables, d'autres il n'y en a pas, etc. Qui, en tout cas, une proposition de valeur qui est similaire, qui est s'occuper en réalité du régalien,
Donc le fait que les déclats soient bien faits, qu'il n'y ait pas de problèmes fiscaux, ni de problèmes URSSAF. Complètement. Ce sont des paniers moyens qui sont très faibles, Oui. des marges qui sont importantes lorsqu'il y a beaucoup de process et beaucoup de digitalisation. Mais au vu de la taille de ton cabinet aujourd'hui, tu ne peux pas être à ce niveau-là. Sauf si tu as vraiment trouvé une recette miracle, et auquel cas je la veux. Mais tu ne peux pas être à ce niveau d'optimisation de marge. Pourquoi tu t'adresses à ces typologies d'entreprises et comment est-ce que tu fais pour que ces clients restent rentables? Alors, si je reprends depuis le début, c'est vrai que si on compare avec les cabinets en ligne, je réinventerai, ils ont une stratégie par volume. Ouais. Tu vois, ou comme tu dis, ils sont sur du régalien, avec des budgets faibles, un conseil plus limité. C'est pas ce que j'adresse. Okay. Moi, avec ma communication, j'ai généralement les déçus de ces plateformes. J'ai pas énormément de gens qui créent, ou sinon ils se disent ok, j'ai eu mon copain Patrick qui s'est ramassé avec eux. C'est le patron de Doux, Patrick. Oui, c'est vrai. je ne parlais pas de lui. Ok. C'est très drôle. Je sais pas, c'est Gérard. On n'attend pas Patrick, c'est le truc. Putain, tous les Patrick de France avec cette réplique ont dû souffrir un moment. Donc je sais pas, c'était l'exemple qui m'est venu. Mais en fait, comme j'ai le positionnement où à chaque fois je donne des petits tips, des petits rappels, etc. Et que c'est pas, tu vois, je leur dis pas, je sortirai ta compta en temps et en heure, t'auras accès à telle information, etc. Généralement, ça fait venir les déçus de cette partie. 2, tu as des gens qui payent un montant assez important et qui pourraient avoir de meilleurs conseils. Et 3, quand je créais le cabinet, c'était pour avoir des entrepreneurs qui allaient eux-mêmes grandir. Et ce qui m'arrive tous les jours. Et donc, je n'ai pas que, et mon canal d'acquisition n'est pas que LinkedIn. C'est-à-dire que ça, c'est quand même un canal d'acquisition qui est peut-être le plus visible, mais le principal, ça reste la recommandation. Ça reste la clientèle de, tu vois, TPE, PME. Et à la base, moi, j'avais une clientèle généraliste qui, là, par les faits, s'est gentiment déportée sur les coachs, les formateurs, notamment par celui-là, et les organismes de formation. Et en fait, quand ça se passe bien avec un client, t'es très recommandé. Et donc, je comprends ce que tu dis sur la partie visibilité, mais c'est pas la majorité de mon acquisition. Et dans cette population-là, elle a cette image de, tu vois, j'ai un budget limité, j'adresse que ça, mais c'est pas forcément leur besoin. Et si tu sais mettre une prestation pour résoudre un besoin, c'est pas forcément des gens qui vont payer les prix d'un Doux, d'un Keobiz ou autre. Non, mais parce qu'en fait, du coup, la réponse est dans ce que tu m'as dit, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'adresses pas aux freelances qui veulent rester freelance et qui font des chiffres entre 0 et 50. Ah oui, j'en ai aucun qui fait entre 0 et 50. Okay. Ils viennent pas me parler d'ailleurs. Je les attire même pas. Mais honnêtement. Mais du coup, pourquoi je vois pas plus de communication, par exemple, sur les organismes de formation? Après, je suis pas ta page tous les jours. Parce que j'ai vu que ça s'était fait au fur et à mesure et que j'ai changé ma page dessus il y a 10 jours. Ok, donc tu fais des analyses de portefeuille quand même pour te rendre compte du niveau de croissance, du niveau de rentabilité, pour voir où tu vas, etc. Et derrière, pouvoir réorienter ton positionnement par rapport à tes chiffres. Exactement. Et avec l'évolution du marché, je crois beaucoup à la spécialisation. Et donc, je me suis posé la question. Et quand j'ai fait mon analyse de portefeuille, si tu veux, c'était criant. J'en avais énormément. Et c'est ce qui fonctionnait le plus par la reco. C'était vraiment dans ma segmentation client, ma typologie d'activité qui fonctionnait le plus avec la reco. Et en plus, j'aime bosser avec eux. Il y a de ça aussi. C'est-à-dire que le truc, quand tu te spécialises, c'est qu'il faut aussi te dire que tu te spécialises. Donc ça veut dire que tu vas leur parler tous les jours. Tu vas avoir les mêmes codes, les mêmes langages, les mêmes sujets. NDA, Calliope, tu vois, la partie admin, plein de choses. Et j'aime beaucoup, pour mes convictions un peu personnelles, que je peux te dévoiler sans problème, mais moi, je crois beaucoup en l'éducation. Et donc, apporter par mon business ma pierre à l'édifice de l'éducation, c'est un truc qui me parle. Trop cool. Ouais,
Pas non plus un truc. Enfin, tu m'as pas dit, je crois à l'inceste. Non. Je crois à l'éducation. Non, mais va. on dirait. On achète, L'idée, c'était pour pas parler de vote, de machin, de t'as voté pour qui en ce moment, c'est le bordel en plus. Donc voilà. Je te taquine. Ok, donc tu nous as parlé de la première année, donc 137 première année, 270 deuxième année, donc là 2023-2024, on est en 2025. T'as atterri à combien cette année? Bah alors cette année, je suis sur un nouveau projet, donc j'ai pas encore clôturé, donc ça je peux pas te répondre. Et là on passe au nouveau projet. C'est quoi cette annonce? Wow. Fais-nous ton annonce. Attention, arrêtez-vous tous. Laura Belaïch est venue sur le podcast de Libéral pour nous faire une annonce incroyable. C'est parti. Je m'associe avec un cabinet là qui s'appelle CK. Je rejoins une communauté d'associés et en fait j'ai trouvé le cabinet. Ils font 130 collabs qui a enfin les mêmes valeurs que moi. Je suis partie parce que je n'étais pas 100% alignée, notamment sur des valeurs. Je voyais pas le jeu n'en valait pas la chandelle. Et j'étais pas partie pour me réassocier parce que, comme je t'ai dit, c'était compagnie fiduciaire ou rien. Mais là, j'ai trouvé des gens qui ont mon approche business, qui ont un peu le mindset, qui sont pas obligés d'être en costume tout le temps. Je les vois jamais en costume. Donc, tu vois, rentrer dans un espèce de moule, qui ont pas peur de l'avenir, qui au contraire pensent que beaucoup de choses sont des opportunités, des équipes au top. Franchement, j'y croyais pas trop au début. Et en fait, voilà, l'annonce sur la 3e année, c'est que je m'associe avec le cabinet CK, donc j'en deviens une associée, femme. Donc ça, c'est cool aussi. Et voilà, j'ai enfin trouvé le cabinet qui a les mêmes valeurs. Et donc, j'avais le mauvais côté du gros cab et le bon côté du gros cab. Je suis passée au petit cab, j'avais le mauvais côté et le bon côté. Et là, j'ai trouvé, en tout cas à mon sens, tu vois, un schéma parfait de mon côté des deux. C'est trop cool. Et alors, j'ai une question extrêmement sérieuse. Ok. Est-ce que tu vas changer le nom de ton profil LinkedIn pour t'appeler Laura Belaïch, expert comptable offensive? Je taquine Jonathan parce qu'il m'a taquiné. On se connaît pas encore. T'as raison. Vous avez un petit jeu tous les deux. Mais écoute, au début, je savais pas s'il rigolait ou pas. Tu m'as dit qu'il rigolait, donc oui. J'espère que c'est le cas. Je l'ai vu, moi, faire deux, trois trucs que je trouve extrêmement sympas. Mais on n'a pas eu la chance de se connaître encore. Et alors, c'est vrai que quand j'ai vu le Jonathan Kalfa, expert comptable offensif avec un petit diable, je me suis dit, il faut que je rencontre ce mec. Ça t'a marqué? Ça m'a marqué. Et tu t'en souviens? Et je m'en souviens. Donc ça fonctionne. Job to be done. Bah ouais, ça veut dire que il suffit qu'il mette un commentaire et tu vois un peu l'état d'esprit et le mindset qu'il a. Exactement. Donc ça c'est pas mal. Non, je ne. C'était une blague, non, mais ah oui, c'est oui. pas besoin de répondre à cette question. Non. Mais je vois que tu le retiens. Au contraire, il va le garder, il va grossir le petit diable violet. Je lui enverrai le Reels pour qu'il puisse le dire. Non, bah. En tout cas, pour le coup, Jonathan, c'est un super gars. C'est pas le seul associé de CK. Chacun a une intervention vraiment sur un domaine d'expertise et chacun est incroyable. Mais je peux te dire que vraiment, on échangeait, tu vois, lui et moi comme ça. Et il a toujours été vraiment à l'écoute et de toute façon, ça se voit que c'est un super totalement mec. Dans l'inclusion. Je te parle pas que du sujet femme-homme, hein, je te parle même de façon, tu vois, plus développée. Et il est très, franchement, il est très à l'écoute. Ce que j'aime, c'est qu'il est clivant. Moi, j'aime bien les gens clivants. J'aime pas les gens lisses. J'aime les gens rugueux. Si tu veux, et quand tu le vois communiquer, quand tu le vois faire du market, tu vois qu'il prend des risques et il s'engage. Ouais, et il y a plein de gens qui doivent pas l'aimer, qui doivent se dire mais c'est quoi ce type, etc. Mais en fait, c'est à ça que ça sert le marketing et c'est à ça que ça sert la communication parce que, à contrario et à l'opposé, il y a des gens qui l'adorent. Et moi, c'est ça que j'aime, donc franchement. Mais en plus, moi, il n'y a rien qui me choque. Hein, je regarde pas tout. Mais, franchement, il dit. Il parle de la profession, il défend tout le temps les entrepreneurs par rapport, tu vois, on est en train de se faire assommer là en termes d'imposition. Donc à nous, experts comptables, d'aller chercher les solutions. C'est notre job, et on va les trouver. Mais on les trouve et on va encore plus en trouver. Mais moi, cet aspect clivant, je suis assez en phase. Alors c'est peut-être pour ça qu'on s'associe, tu vois, mais en plus, il n'y a pas des trucs où je tombe de ma chaise. Non, mais côté clivant veut pas dire absolu ou extrême. Tu vois, genre,
Oui, il t'as a une raison. trend, il suit sa trend et elle est bien respectée. On fera le podcast de Jonathan plus tard, on est sur le podcast de Laura. Je lui donc on va passerai le mot. Exactement. Donc là, du coup, tu rejoins le cabinet CK. C'est quoi le projet? Qu'est-ce qui va se passer? Et Laura Belaïch, dans 5 ans, elle est où? Elle est dans un CK encore plus gros. Le projet, c'est de développer le cabinet, c'est de continuer à développer nos spécialisations. On a beaucoup de verticales de spécialisation, tu vois, chez CK. Moi, je porte la partie formation. J'ai aussi un attrait pour l'innovation, parce que j'ai fait des missions de DAF part-time pour des entreprises innovantes. Donc c'est aussi un environnement qui me parle beaucoup. Mais le futur, c'est continuer à développer nos spécialisations pour apporter des solutions très concrètes et très propres au terrain, au business des entrepreneurs, et faire grandir le cabinet en gardant sa vision, en gardant ses valeurs. Il y a 2 autres associés principaux qui sont Dan et Cédric. Et ils ont toujours été, tu vois, très fidèles à ces valeurs. Et quand je te jure, hein, je vois les équipes, regarde, ils ont fait le séminaire à Marbella au Club Med. Déjà, j'étais pas forcément habituée. Et tu vois vraiment des gens engagés, à fond, qui portent le t-shirt, qui portent la casquette, pas parce qu'on leur a demandé, mais parce qu'ils ont envie, parce qu'ils kiffent la marque. On a vraiment kiffé tous ensemble. Et dans 5 ans, le but, c'est que ce soit pareil. Mais avec un plus fort développement et on continue à développer nos spécialisations. On en a sur beaucoup d'activités et donc de continuer à accompagner au niveau business les entrepreneurs et surtout pas être cet expert comptable loin du terrain, enfermé dans son bureau. On est nous aussi des entrepreneurs. On a nous aussi lancé nos boîtes et donc on doit parler le même langage, on doit continuer à créer le même langage. Trop bien. Est-ce que tu as un mot de la fin, Laura? Un mot de la fin. Je sais pas, à destination d'autres experts comptables, à destination de collaborateurs, à destination du monde, des entrepreneurs. C'est majoritairement des experts comptables, des avocats, des notaires et autres qui écoutent. Yes. T'as l'audience. Je crois beaucoup en la vulgarisation de ce qu'on fait. Okay. Et c'est un des exercices sur lesquels on n'est pas forcément les plus forts parce qu'on a un savoir technique. Mais notre savoir technique, il sert à rien si on n'est pas capable de le transmettre. Et donc... la transmission et la vulgarisation, l'accessibilité d'un savoir technique, j'y crois beaucoup. Et voilà, on est là pour s'amuser. Totalement aligné avec toi. Laura, je te remercie du temps que tu m'as accordé. J'espère que l'exercice t'a plu. Et je te souhaite le meilleur chez CK et que tu puisses continuer à faire ce que tu faisais au préalable dans un univers plus grand pour servir encore plus le collectif. Trop bien. Merci de m'avoir reçu, c'était un super moment. Avec plaisir, je t'embrasse, ciao. Bye.